Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne qui rassemble. Voici les titres de ce journal. C'est un jour de campagne ce samedi dans les grandes villes du pays comme les hameaux les plus reculés. Les candidats aux municipales et aux régionales sont allés présenter leurs projets aux Ivoiriens. Ces élections couplées révèlent certaines données et offrent un aperçu de l'engagement massif des citoyens et de la diversité des candidats. Nous verrons tout cela en chiffres et bien sûr en images. Et puis 37 journalistes et leaders de jeunesse formés à Bouaké à l'utilisation responsable des médias numériques pour des élections apaisées. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Impact, implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions. Les fausses nouvelles, les outils de vérification des faits pour lutter contre les discours de haine. Voilà ce dont il s'est agi. Ainsi est présenté le sommaire de ce journal. Le 2 septembre prochain, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire les maires et présidents de conseils régionaux. Ce sont des élections couplées qui trahissent, vous allez le voir, un véritable engagement des citoyens, la diversité des candidatures et la vitalité de la démocratie ivoirienne. En chiffres, le nombre de candidats, l'ampleur des opérations de sécurité, bref, tous les chiffres clés qui illustrent le portrait de ces élections. Ces données et statistiques nous sont présentées par Sidonie Davila. Le 2 septembre prochain, des millions d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir leurs représentants au niveau municipal et régional. La liste électorale définitive enregistre 8 12 425 électeurs, avec 3 886 592 femmes, soit 48,48%, et 4 127 833, soit 51,52% d'hommes. Le nombre de candidats en compétition témoigne de l'intérêt que suscitent ces élections couplées. Les élections municipales rassemblent 750 listes de candidats, soit 30 419 candidats au total. Parmi eux, 10 352, soit 34,03% sont des femmes et 20 067, soit 65,97% sont des hommes. Pour les élections régionales, 93 listes de candidatures sont en lice, totalisant 5 247 candidats. Parmi eux, 1670, soit 31,83% sont des femmes et 3 577, soit 68,17% sont des hommes. Ces élections couplées se déroulent à travers régions et communes du pays. Pour ce faire, les citoyens auront accès à 10 761 lieux de vote pour 23 524 bureaux de vote. Au niveau du dispositif sécuritaire, un effectif de 34 400 agents sera mobilisé pour garantir le bon déroulement des élections, à savoir 14 000 policiers, 14 000 gendarmes, 4 718 militaires, 1282 forces mixtes et 24 postes de commandement. Et dans le reste de l'actualité électorale, ce communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante, CEI, a, par décision numéro 003-042-ESEN/CEI/CEC du 21 août 2023, publié la liste provisoire des candidats aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023. Suite à la publication de cette liste provisoire, le Conseil constitutionnel a été saisi de 4 requêtes, dont 2 demandes d'inscription sur la liste des candidats et 2 autres de radiation. Statuant, le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes en inscription émanant de Tano Omoa Christian et Atta Adjo Seth Bernadette Elisa sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région de Nzi, Bansé Daoudé Alexis et Touré Taïbou Anza Claude sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région du Tongpi. Tout en ordonnant leur radiation, il a donné acte au retrait de candidature de messieurs Keïta Aboulaye, candidat à l'élection des sénateurs dans la région de Moronou, et Nado Alex et Konaté Sinali Seydou, candidat à l'élection des sénateurs dans la région de Boklé. En conséquence, sont déclarés définitivement candidats aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023, les candidats issus des listes provisoirement publiées à l'exclusion de
M. Keïta Aboulaye et de son colistier, initialement candidat à l'élection des sénateurs dans la région de Moronou, et de M. Nado Alex et Konaté Sinali Seydou, figurant initialement sur la liste des candidats à l'élection des sénateurs dans la région de Boklé. La liste définitive des candidats aux élections des sénateurs est affichée au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan-Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, et est consultable sur le site internet de la CEI, www.cei.ci, fait à Abidjan le 26 août 2023 pour le président, le directeur de cabinet Yao Kwame. Dans la région du Tonkpi, la campagne électorale va à bon train. Le préfet de région, Célestin Wablignan, lui aussi est en campagne. Une tournée pour appeler à un climat apaisé pendant et après la période électorale. Après les sensibilisations menées dans les villages et les quartiers de Mans, il passe à une autre étape. Les locaux de la préfecture de Mans ont servi de cadre à la conférence publique et moment d'échange avec les candidats et leurs représentants, ainsi que les guides religieux et chefs traditionnels. À cette occasion, une mission a été confiée à ces leaders d'opinion, laquelle mission nous est expliquée par Mamadou Kwasi. Une période électorale apaisée dans la région du Tonkpi, c'est le vœu du préfet de cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un souhait exprimé au cours d'une conférence publique qui l'anime à la veille de l'ouverture de la campagne des élections couplées. Célestin Wablignan, assisté du président régional de la commission électorale indépendante, CEI, invite les populations et les différents candidats au respect des règles établies dans le code électoral. Il faut avoir à l'esprit, il dirait même à la bouche, des paroles de paix. On peut parler de son programme sans invective, sans dénigrer, sans être violent, parce que les actes, lorsqu'ils sont posés, compromettent la paix. C'est pourquoi, chers candidats, chers membres des états-majors des candidats, je vous engage à préserver la paix dans notre région, à préserver la paix dans nos départements, à préserver la paix dans nos communes. Aux fonctionnaires et chefs d'administration publique, son message est clair. Vous êtes fonctionnaires, des chefs de service et les membres du corps électoral. Abstenez-vous des déclarations publiques en faveur des candidats. Le faisant, en ce qui concerne le membre du corps électoral, vous rompez avec l'obligation de réserve que vous impose la loi. Pour les hauts fonctionnaires qui sont les tiers, le faisant, vous mettez à mal la neutralité de l'administration. Donc il vaut mieux s'abstenir de toute forme de déclaration. Le conférencier du jour demande aux religieux et aux autorités coutumières d'œuvrer pour une période électorale sans violence. Nous avons tenu compte aussi de ce qui vient de nous faire véhiculer comme message de la part du président de la République et nous sommes très partants pour cela. Nous allons aussi nous mettre sur le terrain pour la cause. Ça nous soulage vraiment de prendre quand même tout notre temps aussi, de conseiller nos familles et nos quartiers et la population pour les sensibiliser. Parce que quand le cas est, la ville est vraiment apaisée, c'est là où on peut avoir la fraternité, c'est là où on peut dormir tranquillement, c'est là où on peut vivre aisément. Mais avec des bruits, avec des tapailles, vraiment c'est pas du tout bon. Cette rencontre a servi de cadre aux représentants du médiateur délégué de faire signer la charte pour des élections apaisées aux candidats et aux représentants des candidats pour les municipales et régionales dans le Tonkpi. Et nous vous le disions en titre, 37 journalistes et leaders de jeunesse ont été formés à Boaké, dans le centre du pays, à l'utilisation responsable des médias numériques pour des élections apaisées. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Impact, implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions. Les fausses nouvelles, les outils de vérification des faits pour lutter contre les discours de haine sont entre autres les thématiques abordées au cours de cette formation. Le point complet de Djeneba Ouattara. Une trentaine de journalistes et leaders de jeunesse prennent part à un atelier de formation sur les messages haineux et fausses informations à Boaké. Un cadre d'information, de sensibilisation et de formation pour renforcer les compétences des participants afin de faire face à la propagation croissante des fausses informations et des messages haineux qui contribuent à créer des tensions communautaires. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Impact, implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et des tensions, est mise en œuvre en Côte d'Ivoire par le REPREPSI, réseau des professionnels de la presse en ligne. Il s'agit d'outiller les participants sur les différents types de fausses nouvelles, les outils et les mécanismes de vérification afin de les aider à lutter contre les discours de haine qui pullulent sur la toile, notamment en période électorale. Le 2 septembre prochain, les électeurs ivoiriens sont appelés
dans les urnes. Et dans le cadre donc, de ces élections locales, nous pensons que les journalistes ont une contribution importante à jouer. C'est de la responsabilité des journalistes de pouvoir extirper de leurs écrits tout ce qui est propagande politique, tout ce qui est discours de haine, mais plutôt préconiser. Je pense qu'à ce titre-là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Les participants saluent cette initiative. Il faut déjà féliciter le repressé et puis encourager les journalistes à vraiment s'approprier ce qu'ils vont apprendre, qui est un plus, qu'ils savent, mais qu'on oublie le plus souvent en pleine rédaction. Bouaké se veut aujourd'hui une cité de paix. Il sera très important que les acteurs de médias que nous sommes puissions apporter notre pierre à l'édifice en ce qui concerne la préservation du climat de paix. Communication identitaire et non violente, charte de bonne conduite des médias, défi de la désinformation et cadre juridique des nouveaux médias sont entre autres les modules enseignés. Outre la Côte d'Ivoire, le projet Impact est exécuté en Guinée. D'une durée de 2 ans, le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 700 millions de francs CFA. Dans un tout autre chapitre, le Conseil national des droits de l'homme met en mission à Adjoufou, dans la commune de Port-Bouët. Le CNDH y tient une campagne de sensibilisation auprès des populations vivant dans les zones à risque. L'objectif est d'éviter les dégâts, notamment des pertes en vie humaine. Patricia Kwaku, Jean-Marc Djadji. Sensibilisation des populations sur les zones à risque, incitation à la vigilance pour des élections apaisées, sont entre autres des sujets abordés au cours de cette conférence. Une initiative du CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Objectif, sauver des vies. Aujourd'hui, venir à Port-Bouët nous informer, je pense que c'est une bonne initiative. Je demande à ceux qui sont dans les zones à risque de quitter ces zones à risque-là, vraiment d'écouter. Il ne faudrait pas qu'ils regardent la pauvreté pour pouvoir nuire leur vie. Moi, je suis d'accord de ce qu'ils sont venus nous dire. Par rapport aux zones à risque, quand tu es dans une maison qui est en bas et creusée, toi-même tu sais que demain c'est un danger pour toi. Tu dois quitter. Le CNDH s'engage à porter les doléances des populations pour une amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes là principalement aujourd'hui pour inviter les populations de quitter les zones à risque. Ça c'est un. Les sensibiliser sur les élections à venir. Ne pas céder à la provocation, à la désinformation. De jouer leur rôle. Prendre part au vote en tant que citoyen. Aller tranquillement à la maison pour attendre les résultats. Ces fortes pluies des mois de mai, juin et juillet ont entraîné des inondations, glissements de terrain et des pertes en vies humaines. Les populations sont invitées, en cas d'une quelconque difficulté, à appeler au numéro suivant 80 00 08 88 selon le Conseil national des droits de l'homme. Or donc, le coupé-décalé n'est pas fini. Le genre musical a remporté l'édition 2023 de l'émission Clash Musical de la RTI, émission de vacances qui met en confrontation divers genres musicaux. Le Zouglou a plié l'échine face au talent des artistes du coupé-décalé. Une finale âprement discutée à la place Figayo de Yopougon. Le témoignage de Serge Pacom Didi et Herman Guivet. Yopougon, place Figayo Palais, finale Clash Musical, émission de vacances, de variété, produite par RTI 1. Cette finale qui oppose le Zouglou au coupé-décalé. Plus qu'une finale, c'est une fête, une grande fête. L'objectif qui nous a été assigné par monsieur le directeur général de la RTI, en tout cas à toutes les émissions de vacances, c'est d'entretenir les jeunes. Voilà, les aider à passer de très bonnes vacances. Dans leurs différents QG, les artistes se disent déjà prêts pour le clash. On se lance amicalement des défis. Zouglou a toujours la force, là tu connais. Couper les calés, c'est toujours nos enfants. En tant qu'arrangeur, j'ai aussi une main dans le Zouglou. Donc, vu qu'il faut représenter un mouvement, donc je suis là. Sinon, au final, on dira que c'est la musique ivoirienne qui gagne. Cette tête forte actuelle du coupé-décalé harangue la foule. Le Zouglou, représenté par certains de ces ténors de la génération actuelle, enflamme les nombreux spectateurs présents. Composé de 5 membres, le jury a la lourde tâche d'opérer un choix.
Le coupé-décalé est donc le grand lauréat du Clash musical 2023. Nous sommes très heureux, nous sommes contents, nous avons gagné. Le coupé-décalé se régénère à chaque arrêt. Donc c'est ce qui a fait notre force cette année. Clash musical 2023, une émission de vacances qui, en plus de promouvoir la musique ivoirienne, permet aux spectateurs d'être en contact direct avec leurs artistes. Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI, représenté par Denis Mexan, a tenu à féliciter tous les artistes, l'animateur Didier Bléou et toute l'équipe de réalisation. Engouement, spectacle de qualité, le Clash musical a encore tenu toutes ses promesses. Restons toujours en musique pour voir cette fois le concerto de l'indépendance, l'événement musical organisé à l'occasion de la commémoration de l'an 63 de l'indépendance de notre pays a tenu toutes ses promesses. La mélomane et la jeunesse ivoirienne dans son ensemble sont sortis nombreux à Grand Bassam pour voir sur scène de grands noms de la musique ivoirienne. Serge Parcom Didi, Jonas Quadio. Les populations de Grand Bassam sont sorties en grand nombre pour célébrer en musique les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vu l'importance de l'événement, des dispositions sécuritaires sont prises, comme en témoignent ces spectateurs heureux d'accueillir le concerto dans leur localité. Je suis venu assister au concert parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas vu certains artistes, donc je suis venu les voir. La sécurité est fiable. Sur scène, ce succès des artistes de différents genres musicaux au grand bonheur des spectateurs. Des feux d'artifice pour marquer la symbolique de la fête de l'indépendance. Ce concerto de l'indépendance pour la jeunesse à Grand Bassam répond à la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de redonner à la fête de l'indépendance son caractère tournant d'autrefois. Nous sommes à Grand Bassam, au nom du chef de l'État, pour emmener toutes les populations jeunes et moins jeunes à communier pour la solidarité dans le cadre des festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le maire de Grand Bassam et autorités politiques, tous expriment leur satisfaction au vu de cette effervescence. Cette année, le président de la République nous fait l'honneur d'être la ville hôte de ce concerto pour l'indépendance. Et c'est une grande joie et une fierté pour nos populations. C'est l'occasion pour nous de les témoigner toute notre reconnaissance pour cette marque d'attention. Le concerto, c'est aussi et surtout des prestations artistiques en live. Cette édition a fait la part belle à Ariel Chéné, feu follet du coupé-décalé. La cerise sur le gâteau avec le groupe Magic System qui a distillé de belles notes de musique zouglou au public conquis. Et avec de si grands talents, comment la culture ivoirienne ne va-t-elle pas s'exporter hors de nos frontières? À Paris, la capitale française, la nuit ivoirienne de Paris a conquis la diaspora et les personnes d'autres nationalités. 17 artistes venus d'Abidjan, pour la plupart, ont égayé le public. C'est ce que nous montre Serge Coléa. L'espace, les salons Venise de Sarcelles, dans l'effervescence. 17 artistes, musiciens, chanteurs et humoristes pour un spectacle Médine Côte d'Ivoire. Le public composé d'Ivoiriens, mais aussi d'Africains et Européens, frémit au rythme de l'ambiance. Nous les Ivoiriens, on se retrouve ensemble pour la nuit ivoirienne. C'est une bonne initiative. Que chaque année, il y ait une nuit ivoirienne à Paris, pour vraiment consolider cette culture-là qu'on a en Côte d'Ivoire. La nuit ivoirienne à Paris s'installe dans les cœurs. L'objectif de la nuit ivoirienne, c'est-à-dire rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, de la diaspora, autour du thème l'unité et de conciliation
et la paix en Côte d'Ivoire. Dans la mouvance de la fête nationale, Nama Production entendait ainsi promouvoir la musique ivoirienne, offrir un cadre d'expression aux artistes venus en grand nombre d'Abidjan. Et la page culture de ce samedi 26 août a été consacrée à l'œuvre Avant qu'il ne soit 4 heures. Son auteur, Suzel Gré-Azoumé, était l'invité de Kolo Koulibaly dans le 20h. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. Comme tous les samedis, nous recevons aujourd'hui une auteure pour la page culture. Elle nous a rejoint sur ce plateau. Rebonsoir. Rebonsoir. Son premier ouvrage s'inscrit d'ailleurs dans le domaine du fantastique et de l'horreur. Elle s'appelle Suzel Gré-Azoumé. Et quand on parle de littérature, votre nom est déjà connu, puisque vous êtes la fille de Corinne Azoumé, qui est journaliste, céramiste, écrivaine. De Flore Azoumé. De Flore Azoumé, pardon, qui est écrivaine, voilà. Est-ce que c'est plus difficile ou alors plus facile de se faire un prénom dans le monde de la littérature quand on porte un tel nom qui est déjà connu? Alors, je ne me suis pas réellement posé la question, pour l'avouer, puisque en fait, l'écriture a toujours fait partie de moi. J'écris depuis petite. Donc, quand l'idée de ce livre m'est venue, l'idée assez récente, je l'ai écrit il y a 1 an. La question du nom ne s'est pas posée. Ma mère est écrivain, mon grand-père, mon arrière-grand-père, le grand-père de ma mère, qui s'appelle Paul Azoumé, était écrivain aussi. Mon père était scénariste, donc j'ai vraiment baigné dans le milieu de la culture, donc de l'art. De l'art aussi d'ailleurs. Et le nom n'a pas été un problème. Je ne me pose pas réellement la question, je suis juste fière en fait de porter ce nom. Ça n'a pas été un problème, est-ce que ça a été une source d'inspiration? Source d'inspiration forcément, surtout que ma mère a écrit aussi du fantastique. Elle a écrit un livre qui s'appelle Cauchemar quand elle était plus jeune. Et j'ai baigné effectivement aussi dans le fantastique, dans la science-fiction, dans l'horreur, parce que mes parents aussi sont friands de ce genre-là. Alors vous êtes vous-même pluridimensionnel, vous avez étudié la musique, vous êtes artiste peintre, artiste digital. Vous publiez aujourd'hui un ouvrage littéraire, vous parlez d'inspiration venant de vos parents, mais qu'est-ce qui vous a conduit véritablement donc, à l'écriture au-delà de ces autres cordes artistiques que vous avez? Comme je disais, j'écris depuis petite. Oui. Donc j'ai commencé, je pense, au collège. Donc j'écrivais plutôt des poésies. Qui n'ont pas été publiées? Non, pas du tout. C'était dans des petits carnets, dans mon agenda scolaire. Bon, voilà, c'était plutôt ce genre de choses. Donc j'ai écrit au collège, au lycée, à la fac, parce que j'ai fait un master 2 de droit et je continue à écrire à côté, mais c'était vraiment personnel. Et puis vraiment, l'histoire, ça m'est venu comme ça en fait. J'ai eu l'idée de la première nouvelle. Et je me suis dit, si j'ai cette idée-là, autant commencer à la mettre sur papier au lieu de la laisser s'envoler. Et donc, naturellement, j'ai écrit et puis l'inspiration a continué à venir et j'ai écrit le recueil. Les idées se sont enchaînées. Voilà, c'est ça. Le titre de l'ouvrage, Avant qu'il ne soit 4 heures. Que signifie ce titre? Personnellement, en tout cas, moi, je vois de l'énigme, même du mystère. C'est ça. Beaucoup de mystère parce qu'il se passe des choses avant qu'il ne soit 4 heures. Et quand on lit le livre, on se rend compte pourquoi c'est avant 4 heures du matin qu'il se passe ces choses-là. Et à partir de minuit, il y a donc des petits éléments qu'on retrouve au sein de la maison. Voilà. Un petit film d'horreur. Alors, nous vous proposons un résumé donc, de Serge Pacom Didi et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Avant qu'il ne soit 4 heures est la toute première œuvre littéraire de Suzel Gré-Azoumé, jeune écrivaine passionnée de littérature, titulaire d'un Master 2 en droit de l'environnement. Cette œuvre de 95 pages est un recueil de 4 nouvelles qui transportent les lecteurs au cœur d'une mystérieuse maison coloniale de Grand Bassam. Prudence est mère de sûreté, méfiez-vous des apparences. Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. La vérité rend les yeux rouges, mais ne les casse pas. Sont les intitulés des 4 nouvelles qui constituent l'œuvre. Passionné de fantastique et d'horreur, l'auteur dans son œuvre relate les aventures étranges et surnaturelles, des histoires effrayantes. Cela dans un objectif de faire comprendre aux lecteurs de la dangerosité de certains sentiments qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent conduire sur le chemin de la perdition, à savoir la jalousie, la culpabilité, l'affliction, l'envie.
Voilà un bref résumé de Serge Pacom Didi, commenté par Angela Diallo. Ce recueil de 4 nouvelles vous transporte donc au cœur d'une mystérieuse maison coloniale. C'est à Grand Bassam. Est-ce qu'on peut dire que cette maison est un peu le personnage principal? Parce qu'on a vu que toutes les histoires se passaient là-bas. Exactement. Toutes les histoires se passent dans la même maison, donc à différentes années. Et je ne vais pas donner trop d'indices, mais c'est ça. On peut dire que la maison est le personnage principal. D'accord, on ne va pas donner trop d'indices, mais je vois 2012, 2017, 2022, même 2027 dans le futur. Et il y a 5 années d'intervalle entre chaque histoire. Oui, c'est dû à quoi? C'est volontaire, c'était pour... comme il y a les personnages, en fait, c'est un peu lié aux personnages. Et à leur évolution. Assez d'écart entre chaque personnage. Voilà. D'accord. Est-ce que vous tirez votre inspiration de faits réels? De faits réels, pas vraiment. Il y a beaucoup d'imagination quand même. Après, bon, on baigne aussi dans un univers fantastique parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on a grandi ici, on a entendu beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de légendes urbaines, les dames sabots, qu'on y croit pas, ça libre à chacun. Mais il y a beaucoup d'histoires. On a toutes les divinités dans nos différentes cosmogonies des différents peuples et tout. Donc pour moi, c'était important aussi d'utiliser ça comme peuvent le faire les Européens pour pouvoir créer des histoires. Et bon, pour ma part, des histoires fantastiques et un peu d'horreur pour les friands du genre. Et quand on lit le livre, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de le lire d'une traite. C'est vrai qu'on a des frissons et tout. Avec tous les petits détails que vous donnez, est-ce qu'on peut dire que vous êtes une femme mystique? Non, pas spécialement. J'aime juste vraiment le fantastique, les films d'horreur. J'ai vraiment grandi dedans. Et c'est quelque chose que je lisais aussi. Je lisais beaucoup ce genre quand j'étais petite. Donc, je pense que ça vient surtout de là. Donc, tous ces petits détails qui parlent d'une Afrique profonde, qui parlent de mystères qui se passent avant 4 heures du matin, tout ça, c'est de l'imaginaire. Il y a des choses aussi qu'on entend. On entend toujours que la nuit, il se passe des choses. Donc, forcément, il est vrai que les éléments qu'on peut entendre depuis qu'on est enfant, que ce soit des superstitions, que ce soit des proches ou des moins proches qui pratiquent des choses ou qui ont lu des choses, tout ça, forcément, vient s'ajouter à l'imagination. En fait, il y a de l'imagination, mais il y a aussi des choses qu'on peut entendre dans différents milieux ou tout simplement, même à l'école, moi, on m'a beaucoup fait de blagues avec Dame Sabot quand j'étais petite. D'accord. Il y a une nouvelle qui est un peu, on va dire, dans l'air du temps. Elle met en scène des influenceurs à la recherche de buzz dans un contexte fantastique. On entend tellement d'histoires de ce genre. Vous vous êtes encore une fois inspiré des croyances populaires? Je me suis inspirée des croyances populaires, mais aussi du fait qu'en Occident, il y a des influenceurs qui vont dans des endroits hantés, etc. Et chez nous, c'est pas le cas. Et je me suis dit, on sait jamais, il pourrait y avoir des influenceurs, même chez nous, malgré toutes nos superstitions, qui pourraient se dire, bon, allez, moi, pour le buzz, j'y vais. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai exploité. Vous voulez un peu créer l'inspiration? Non, j'invite personne à le faire. C'est patient qu'on ait le courage, surtout en lisant cette œuvre, en voyant tout ce qui s'y passe. Et puis, la toute dernière nouvelle se termine par une scène qui crée encore plus d'effroi, encore plus de suspense, qui laisse à la question en suspens. Pourquoi vous laissez la fin comme ça, en suspens? Ah, ça, j'adore. En tant que personne qui aime beaucoup ce genre-là, j'avoue que dans les films, souvent ça arrive. La fin arrive brusquement et on a plein de questions en tête. Et c'est vrai que j'aime ça et ça me fait un peu rire aussi. Ça me fait un peu sourire d'entendre certains lecteurs. Vous nous torturez alors, nous les lecteurs? Un peu. Parce qu'on a envie de savoir la fin et tout. Est-ce qu'on doit s'attendre à un tome 2? C'est pas encore prévu, mais j'avoue qu'on me l'a demandé. Donc, bon, on verra. On verra. Et dans cette attente-là, dans l'ensemble, quel est le message que vous souhaitez véhiculer aux lecteurs? Quelle est la morale? Parce qu'il y a toujours une petite morale derrière. Donc, comme ils l'ont dit dans le reportage, c'est vraiment ça, à travers ce livre. Je voulais déjà mettre en avant aussi ce genre, parce que les jeunes, en tout cas, aiment beaucoup ce genre en Afrique et on ne l'exploite pas assez. Donc ça a été la première chose. Mais à travers cette histoire, vraiment le problème des mauvais sentiments qu'on peut ressentir tous en tant qu'humains, il faut travailler dessus. C'était vraiment le message principal parce que ce soit la jalousie, que ce soit l'affliction, la dépression, qui sont la dépression, on en parle beaucoup de santé mentale en ce moment, c'est des choses qu'il faut prendre en main. Et la jalousie, on entend tellement d'histoires de jalousie qui tournent mal. Et à travers cette histoire, ces histoires, je voulais vraiment montrer aussi aux personnes qu'il faut chacun prendre sur soi et travailler sur soi pour essayer d'être des personnes meilleures. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on attend la suite. Merci, Suzelle Gray-Azoumé. Vous êtes auteur de Avant qu'il ne soit 4 heures. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Suzel Azoumé, qui était donc l'invité de Fatou Fofana Kamara, c'était dans le 20h ce samedi 26 août. Et comme le dit d'ailleurs le titre de cette œuvre, avant qu'il ne soit 4h, reste scotché à RTI 1 et à nos éditions de l'information. Prochain journal ce dimanche 27 août à 6h30. Excellente nuit.